bien dans les champs et dans nos jardins que dans l'éducation. Pour ceci, donc Antonella, qui est initiatrice de ce printemps d'éducation, avec Isabelle Duzis et Charlotte Dior, qui sont les coordinatrices de la coordination régionale nantaise, vont nous faire les premières informations sur cette initiative du printemps, l'initiative nationale. Vous pourrez ensuite... Donc là il y a une première information qui va être annoncée. Si vous souhaitez plus de détails, vous pourrez vous retourner vers Isabelle et Charlotte qui auront un stand en fond de salle et qui se mettront ensuite à l'extérieur lors de l'atelier. Donc voilà, un premier temps de printanier et ensuite nous passons au temps de conférence. En tout cas, merci à tous et à toutes d'être là, de votre patience et de votre compréhension par rapport à ce succès. Bienvenue, quoi. Bonsoir. C'est bizarre de parler de moi. C'est absolument nécessaire? Oui. D'accord. Merci à tout le monde d'être ici. Je suis très contente. Je suis venue l'année passée pour une conférence dans cette même ville. Il y avait 5 personnes. Ça a changé. Donc on s'est réparti le temps et nous avons décidé de vous présenter à 3 cette idée du printemps d'éducation en sachant qu'il y aura après le temps pour en parler davantage dans ma présentation pendant que je vous parle aussi d'éducation à la joie. Alors le printemps d'éducation il est né d'une idée de relier, de reliance. Moi j'ai travaillé 18 ans à l'UNESCO. Quand je suis sortie de l'UNESCO, j'ai commencé à voyager un peu dans des écoles différentes dans le monde pour terminer mon travail de doctorat. Et je me suis rendu compte de ce que j'avais déjà vu en étant à l'UNESCO, où je m'occupais d'éducation à la paix et à la non-violence. Qu'il y a des problèmes de communication entre les enseignants, les écoles, entre les systèmes publics éducatifs et les systèmes privés, et à l'intérieur du système privé, les Montessori ne se parlent pas ou difficilement avec les Freinet, qui ne se parlent pas avec les Steiner, etc. etc., etc. Donc, et tout ce beau monde est en train de, depuis plus de 100 ans, parce que ces pédagogies qu'on continue d'appeler nouvelles, elles existent depuis une bonne centaine d'années, de vouloir changer le monde, de vouloir travailler sur l'épanouissement de l'enfant avec des objectifs qui sont et des valeurs qui sont souvent communes, tout en ayant chaque pédagogie sa propre spécificité et sa propre histoire. Je me suis dit qu'à un moment donné, ça serait bien qu'on se rencontre. Parce qu'il y a d'un côté, c'est le monolithe qui est l'éducation nationale, et de l'autre côté, le secteur privé. Et tout le monde veut travailler pour l'épanouissement de l'enfant. Si vous regardez même dans les valeurs exprimées dans la dernière réforme, l'épanouissement de l'enfant est au centre. Mais alors, si nous travaillons tous pour l'épanouissement de l'enfant, ça serait bien qu'on parle, qu'on se rencontre, qu'on échange nos pratiques éducatives, nos expériences. Qu'est-ce qui se passe sur le terrain? Donc au début, là je vous parle d'il y a 5 ans, quand on a commencé à réfléchir sur cette idée, on s'est dit, puisque moi je venais de sortir de l'UNESCO, je pensais que c'était très facile d'organiser une conférence au niveau national, n'est-ce pas? Sauf que j'étais plus l'UNESCO, j'étais Antonella Verdiani et personne ne me connaissait. Donc j'ai dit, on va faire une rencontre au niveau national, on va les faire rencontrer tous, voilà. Les FESPI, avec le CCE, avec le mouvement Montessori, etc., etc., etc. Et bien, évidemment, ça n'a pas marché. Il a fallu travailler pendant tous ces 5 ans
Nous nous sommes constitués une association à Paris. Nous sommes des bénévoles. Nous sommes un groupe opérationnel avec beaucoup de bénévoles qui nous aident de façon ponctuelle. Nous avons un très petit budget et on travaille beaucoup sur le bénévolat de compétences. Et nous avons décidé quand même d'avoir ces fameuses rencontres nationales l'année prochaine, exactement à la même date d'aujourd'hui, c'est-à-dire le 21 mars, pendant 2 jours. Et on va faire ce qu'on a songé, rêvé depuis le début de cette idée, se rencontrer, partager les expériences, se voir, se relier. Parce qu'on veut devenir une masse critique, mais j'aime pas les mots critiques, une masse positive pour qu'effectivement il y ait un changement d'éducation. Alors un changement, ça veut dire quoi? C'est très à la mode aujourd'hui de dire nous sommes des acteurs du changement. Nous sommes des personnes engagées à travailler à œuvrer, j'aime beaucoup ce que dit mon ami Patrick Viveret, travailler, c'est l'étymologie du mot travail, c'est égal souffrance. On est à l'œuvre pour créer quelque chose de commun qui va vers le bien-être non seulement des enfants mais aussi des enseignants à l'école et toute la communauté éducative, les parents inclus, ce qu'on oublie souvent. On est en train de voir qu'il y a déjà un renouveau, un éveil qui est là. On n'a pas besoin d'inventer quoi que ce soit, tout est déjà là. Il suffit de se reconnaître et de se relier. Donc nous, entre-temps, puisqu'on s'est constitué en association, on a aussi créé des outils de communication, un site web qui veut devenir un véritable service, parce que pour nous, la notion de service est fondamentale, c'est-à-dire aujourd'hui, il y a un annuaire qui a à peu près 800 écoles qui sont dedans et qui sont répertoriées par aussi région, c'est-à-dire que s'il y a un parent qui décide d'inscrire son enfant dans une école ou publique ou privée ou sous contrat, peut la retrouver là-dedans. Il y a un projet de devenir aussi un observatoire des écoles et des alternatives éducatives, y compris au sein de l'éducation nationale. Ça veut dire qu'est-ce qui change, combien nous sommes, ça on ne sait pas encore. On a parlé de 20 000, on a parlé de 50 000, et même à l'intérieur de l'éducation nationale, on n'est pas en mesure de savoir combien sont les enseignants innovants qui cherchent à changer à l'intérieur de la classe. Parce que nous, on veut sortir de ces clivages public-privé. On veut qu'il y ait une communication fluide et un dialogue, un véritable partage d'expériences. Voilà, donc nous, on a créé une initiative qui va, qu'on espère, faire monter l'intérêt et surtout faire bouger aussi les instances politiques, qui s'appelle le Tour de France du printemps d'éducation. On l'a lancé l'année passée en octobre et on est en train de voir qu'au fur et à mesure qu'on avance, il y a de plus en plus de villes et d'endroits en France qui adhèrent à cette initiative de créer des rencontres locales pour qu'on puisse arriver aux rencontres nationales. Voilà, et donc c'est dans ce cadre qu'il y a cette soirée. On ne l'a pas labellisé Tour de France Printemps d'éducation. Souvent, on se retrouve à être en contact avec les colibris, parce que nous sommes très proches des colibris de Pierre Rabhi, qui est un de nos parrains. Nous sommes les colibris éducation, et souvent les colibris ne savent pas s'ils sont colibris éducation, au printemps d'éducation, peu importe. Ce qui nous importe, c'est de nous relier et de faire changer les choses de l'intérieur, bien évidemment en sachant qu'il faut qu'on travaille sur nous. Hein. Nous, et avec ça je passe le micro, je te passe le micro, on a aussi un pari à l'intérieur de l'association d'une gouvernance participative. Ça veut dire que je suis présidente, mais je n'ai pas le pouvoir. Ça veut dire que chaque décision est prise de façon collective, ça veut dire que chacun est responsable de son propre domaine, ce qui fait que les choses avancent à un rythme organique, on va dire, avec des conflits qui nous font aussi croître, évoluer, etc. Voilà, c'est un beau pari. Et voilà, je passe la parole à Isabelle.
Merci dans un premier temps à l'école éducation biocentrique d'avoir organisé cette soirée. Et ça fait plaisir de voir qu'il y a autant de monde. Merci à toi Antonella d'avoir initié le printemps. Moi ça m'a donné beaucoup d'enthousiasme de voir que la reliance était possible et puis surtout que les personnes qui viennent, en tout cas sur le territoire, viennent de manière spontanée. On a bien agité un petit peu nos réseaux personnels au départ. Mais finalement, première réunion avec 20 personnes, une seconde avec 20 encore, une troisième il y a 3 mois, encore 20 nouvelles personnes. On s'aperçoit que très vite, sur une ville comme Nantes, on a déjà Nantes et sa région, on est réunis 60 personnes qui sont des membres, soutiens ou actifs, et qui sont prêts à s'investir dans des projets qui correspondent aussi à ces valeurs. Donc les valeurs, eu besoin, lorsqu'on s'est rencontrés, de faire un tour de table pour que chacun puisse prendre le temps d'expliquer ce pourquoi il était là, la raison d'être de sa présence et de sa volonté de se relier, pour qu'il y ait vraiment du sens dans l'élaboration de notre projet à partir des besoins individuels de chacun. Et ensuite on puisse rédiger une charte valeur, de fonctionnement, de guide de bonne pratique, petit à petit, à partir des besoins. Et finalement, ces besoins, c'est bien un besoin de partage qui est apparu au premier plan, parce que toutes ces personnes, qui soient parents, volontaires d'être acteurs du changement, ou l'étant déjà d'ailleurs, pour certains, éducateurs, associatifs, Charlotte vous expliquera tout à l'heure un petit peu les répartitions plus concrètement, écoles, pédagogies différentes, se sentent souvent isolés, considérés parfois comme sectaires. Et finalement, le fait de se retrouver ensemble et de montrer que même si nous n'avons pas les mêmes cultures, les mêmes origines, les écoles peuvent être publiques, privées, etc., elles se retrouvent. Et on n'est plus sur la rupture, sur la différenciation, mais sur la reliance, une fois encore, et quelles sont les valeurs qui nous relient, qu'est-ce qui va faire qu'on va pouvoir porter ensemble des projets qui vont faire émerger de nouvelles valeurs, et de nouveaux savoirs, et de nouvelles initiatives pédagogiques. Donc le partage, ça commence par l'idée de se rencontrer entre nous, et puis de manière conviviale. Une idée est apparue très récemment, celle de créer des moments récréatifs, des récréations, pour qu'on puisse entre nous essayer nos pratiques. Voilà. Elles sont nombreuses et variées et innovantes toutes, donc c'est intéressant. C'est apprendre par l'expérience et puis c'est des échanges de savoir. Le besoin de lien, au-delà entre nous, le lien des parents avec les écoles, d'y avoir une place qui est leur place toute naturelle finalement, mais qu'ils ne trouvent pas pour les entendre. Pas seulement pour organiser des kermesses, mais pour aussi y avoir une place sur un plan de co-éducateur en pédagogie. Et à part dans de rares écoles, qui sont trop rares aujourd'hui, effectivement, surtout dans le domaine public. Donc les parents qui commencent à faire des expériences dans notre groupe d'initiation Charlotte en études, de cafés de parents au sein de l'école, donc pourquoi pas pouvoir organiser ces cafés pédagogiques entre parents et enseignants dans une prochaine étape. Ensuite, le lien, c'est aussi avec les institutions, c'est les associations ou les praticiens d'éducation ou psychologues qui mettent en place des méthodes et des pratiques qui aimeraient pouvoir les proposer comme pédagogie complémentaire dans les écoles ou dans les associations, dans les CSC, centres socioculturels ou maisons de quartier, et qui aujourd'hui ont beaucoup de difficultés à faire, soit parce qu'il y a des problématiques au niveau des agréments d'éducation nationale, soit parce qu'il y a des réticences et des peurs, parce qu'on ne connaît pas, c'est trop innovant, le yoga, la méditation, la biodanza, ça fait très peur. Pour aller voir de près, moi, ça fait aux portes, puisque je fais une expérience d'offres mutualisées en ce moment. Je me rends compte qu'il y a vraiment des réticences, il y a toujours un mot qui fait peur. Moi, j'ai créé une association qui s'appelle Atelier pour la paix, qui essaye de développer la communication, d'ailleurs voilà une aide, bienveillante dans tous les milieux éducatifs. Et finalement, le mot paix, rien que ce mot-là, je me suis rendu compte faisait peur, enfin pas tout le temps, hein, mais parfois. Donc le fait de mutualiser nos offres, de faire des expériences comme ça, d'être plus forts ensemble et d'organiser ces offres pour les présenter à plusieurs,
Ça nous permet déjà des expériences, ensuite des retours d'expérience, et puis analyser les freins, pourquoi et comment continuer de toute façon à le faire pour être moins seul. Et ce besoin est lié à un besoin de reconnaissance, enfin de connaissance par le grand public et de reconnaissance par les institutions. De connaissance, donc là, l'idée qu'on a, c'est de donner à voir, de faire des ateliers découvertes ensemble, voilà, de créer des petits événements, ou des événements dans les événements, il y a pas mal d'événements intéressants sur la région, de s'y greffer. On a tenté l'idée de se greffer un événement institutionnel organisé par la ville, à Grand, et bon, je pense que c'est encore trop tôt. On va attendre l'année prochaine. Donc on n'a pas encore de date à donner pour clôturer le Tour de France du printemps à Nantes, puisque c'est un peu le but en octobre-novembre, ni de lieu à annoncer pour l'instant, mais on va le faire. Et puis on n'a pas en plus d'outils parce que notre collectif est tout récent, il y a quelques mois seulement, mais bientôt une page Facebook, donc bientôt des outils pour permettre de communiquer aussi auprès de vous, d'ailleurs, tous ces futurs événements. L'autre besoin qui a été recensé aussi, c'est un besoin d'action, d'agir. Nous nous sommes nommés rêves d'éducation. Parce qu'on innove au départ peut-être parce qu'il y a un rêve. En tout cas, l'action est importante. Et nous ne sommes pas des doux rêveurs, puisque je ne pas que en tout cas, puisque doux rêveurs, mais surtout dans l'action. Et l'idée, c'est de continuer à innover en fait, de ne pas s'enfermer, de rester des électrons libres et de ne pas s'enfermer dans des structures ou des systèmes trop fermés. On est en train de travailler sur un projet, une forme juridique qui soit collaborative également. On souhaite pouvoir y inscrire un comité d'enfants et puis continuer à innover dans l'avenir, en fait, faire en sorte que ce système-là, cette nouvelle forme qu'on met en place, ne dégénère pas. Donc continuer à se régénérer en permanence. Voilà l'objectif. Et enfin, et c'est pas rien, nous partageons tous en commun l'idée d'avoir mettre au centre de l'éducation des valeurs humaines, humanistes et les grands courants humanistes qui nous rassemblent. Je n'ai pas besoin de les citer tous, mais il y en a beaucoup. Et les droits de l'enfant sont très présents au sein de notre mouvement ici en région, d'autant plus que Jean Le Gall, qui est l'ardent défenseur des droits de l'enfant, est quelqu'un qui a accepté d'être le parrain de ce mouvement et qui va nous accompagner dans pas mal de projets institutionnels, je pense. Voilà, pour ma part. Je vous explique. Merci, je crois que tu as dépassé les 5 minutes. Je vais donc faire vite, c'est ça. Mais tu as dit beaucoup de choses en même temps, donc c'était nécessaire. Donc moi je suis Charlotte Niort, nous sommes binômes avec Isabelle sur la création de ce collectif qui est récent, puisqu'on a décidé en septembre, après les vacances d'été, de se lancer dans l'aventure avec comme prétexte en fait effectivement d'accueillir le Tour de France du printemps de l'éducation, puisque nous étions rentrés l'une et l'autre en contact de notre côté sans se connaître avec les membres du printemps et avec l'envie pour ma part de m'engager citoyennement encore davantage que ce qu'on peut tous faire au quotidien et parce que la question de l'éducation était pour moi une question centrale de l'engagement citoyen en tant que maman, en tant que jeune femme, en tant qu'ancienne enfant, en tant qu'éducant de citoyens de demain. Et c'était une question presque essentielle pour moi il y a 1 an, et voilà comment je suis rentrée en contact avec le printemps, voilà comment après Isabelle est rentrée dans ma vie, on va dire ça comme ça. Et puis, et donc voilà, je ne vais pas refaire le parcours de rêve d'éducation qui a émergé dans nos têtes en septembre, avec aujourd'hui une 60aine d'acteurs qui ont une typologie, je dirais, un peu différente de celle qu'il y a au niveau national, mais c'est pas surprenant, puisqu'on a la moitié des membres du collectif qui sont plutôt structures et professionnels, proposant des activités soit en intra dans les écoles, soit en extra, en périscolaire. Et puis il y a une grosse partie, à peu près 22% de citoyens, donc de parents, de grands-parents. Voilà, puis le reste, c'est évidemment des enseignants, des éducateurs, des chercheurs, des formateurs, pour 12%, et des établissements, 8%, ce qui est peu par rapport aux chiffres du printemps, mais on les a tous. Donc voilà, l'essentiel étant là, et, enfin quasiment tous, un près, je crois. Des alternatifs, bien sûr.
Mais pas que. C'est vrai, des établissements qui sont aussi moins alternatifs, mais qui proposent des choses qui sont à l'écoute d'une certaine différence qu'on pourrait stigmatiser. Voilà, et puis 8% restant, c'est des structures d'aide à la parentalité. Donc on est large, on est vraiment dans l'éducation au sens large, pas uniquement l'éducation au sens de l'école, puisqu'on est tous éducateurs finalement, même les enfants sont éducateurs, donc c'est pour ça qu'on souhaite les introduire d'ailleurs dans le collectif. Voilà pour la typologie des publics, on est une soixantaine, on a ouvert très large, on a fait 3 rencontres, on n'a pas eu besoin effectivement de faire beaucoup de publicité. On est aujourd'hui dans une démarche de structuration, parce qu'un collectif c'est chouette, mais ça n'a aucune valeur juridique. Donc on est en train de réfléchir à structurer tout ça via une association, mais on aimerait être innovant jusque dans l'organisation de l'association, donc on y travaille. Et puis on a pour objectif très concrètement de créer une rencontre, donc à la rentrée, c'est ce que disait Isabelle, pour pouvoir accueillir le printemps, mais pas que, pour pouvoir aussi permettre à tous les gens qui ont envie de s'investir, qui ont envie d'expérimenter des choses sur le terrain, de venir le montrer au grand public un jour J, qu'il s'agisse de parents qui ont monté des cafés parents, café PEDA dans leur école, on en a, ça bouge en Vendée, ça bouge à Pornic, ça bouge aussi un petit peu à Nantes. L'idée étant de donner envie aux gens du collectif d'expérimenter, tout simplement. C'est-à-dire qu'en échangeant entre nous via des moments récréatifs ou bien via des temps plus de travail, de séances plénières ou de comités restreints, oui, moi je me pose ces questions-là, mais tiens, si j'allais voir l'appel de mon école, si je suis dans une école privée, ou pour le public, parce que je ne sais pas moi, public, comment ça s'appelle, l'association des parents? Non, public. APE. Dans le public. APE. APE, bien sûr. Donc voilà, de juste que les gens se disent, mais oui, moi aussi je peux le faire. C'est-à-dire que je ne suis pas dans mon coin en train de ruminer. Ruminer, c'est pas comme ça le système, ça va pas, ça ne va pas, ça ne va pas. Ben oui, mais bon, et si moi j'ai des idées, peut-être pour que ça change, pour que les choses aillent mieux, je vais les tenter. Donc voilà, et c'est vrai pour les praticiens qui se sentent aussi isolés, c'est vrai pour tous éducants en fait. Donc c'est l'objectif du collectif. Très rapidement pour ceux qui seraient intéressés pour rejoindre le collectif. Donc nous n'avons pas de carte, pas de prospectus, pas de téléphone, pas d'adresse mail, pas de page Facebook, ça va venir. Nous avons quand même les prospectus du printemps, parce qu'on travaille évidemment ensemble, et puis voilà, une petite carte d'Isabelle par-ci, par-là, voilà. On travaille sous forme de sous-groupe, c'est-à-dire que les gens qui ont des idées, qui ont envie de s'investir sur un projet, donnent une idée de groupe. Ceux qui se sentent en accointance avec le sujet se rapprochent de la personne. Plein de choses se créent, et puis après l'idée c'est d'aboutir sur une vitrine de tout ce qui s'est fait pour l'enseignement. Voilà, très concrètement. Donc, au plaisir d'échanger avec vous si vous voulez avoir un numéro de téléphone. Est-ce que je peux ajouter une chose avant de te donner? Je voulais vous dire, nous avons besoin au printemps d'éducation d'être soutenus par vous. Pour sortir aussi de cette phase de bénévolat qui nous épuise. Nous ne pouvons pas être bénévoles à vie, sauf si un jour la société change, et puis finalement oui, mais on est dans une période de transition. Et par exemple, pour organiser l'étape du printemps d'éducation, nous avons besoin par exemple que les frais de déplacement d'une personne qui va animer, co-animer les groupes locaux soient payés. Et aujourd'hui, nous n'avons pas la possibilité de le faire. Donc voilà, soutenez-nous, allez sur le site du printemps. C'est une façon de faire en sorte qu'effectivement les choses changent. Même 5 € par mois, parce qu'on a 2 façons d'adhérer, ou bien en faisant une adhésion une fois pour toutes, pour l'année, pour toute l'année, et ou bien de payer régulièrement à partir de 5 € par mois. Pour nous, ça fait une différence. Voilà. Je dis ce que j'avais à dire. Je te passe la parole et j'ai oublié de te remercier. C'est impressionnant. Merci Antonia, merci à vous trois. Je crois qu'on peut les féliciter.
bouton qui est bon pour le cœur. Donc je suis Alain Lucas, responsable du stand d'éducation biocentrique Ouest, en raccourci le CEBO, qui accompagne les CEBO, les CEBEL, c'est-à-dire des parents, des animateurs, des éducateurs, des enseignants, justement à revenir à la bienveillance, à revenir à leur vivance, à revenir à leur vocation, sans rien apprendre que simplement oser se remettre dans leur corps, dans leur cœur et en pleine lumière. Donc je suis vraiment heureux et ravi d'accompagner Antonella parce qu'on a la même vision, le même enthousiasme par rapport à la vie et à ses promesses. Et voilà, au-delà de la proposition d'éduquer à la joie, qui est bien nécessaire parce que nous avons tous été plus ou moins éduqués avec beaucoup de rabat-joie, même si voilà, ça a évolué, l'enseignement n'est pas ce qu'il a été de nos parents ou nous l'avons vécu. Voilà, mais nous avons à nous encourager, à nous mettre en réseau pour redonner du plaisir à avancer dans cette tâche noble et qui est effectivement accompagner, faire émerger tous et chacun dans sa propre lumière. Je voulais simplement poser le fait que, en tout cas dans l'éducation biocentrique, et entre autres un des outils qu'elle développe, qu'elle a bien dans ça, on n'est pas dans le discours. C'est pour ça que l'atelier qui suivra tout à l'heure sera vraiment un atelier où on ne parlera pas. On se laissera vivre, être en mouvement. Parce que l'invitation de cette joie, c'est vraiment de la mettre là, dans son émotion, dans sa sensation, dans son mouvement. Et ça à travers son sourire, à travers son regard. Et croyez-moi, même si c'est très simple, c'est l'une des choses les plus difficiles. On sait tous un tas de choses sur la joie, sur la bienveillance. Mais oser le manifester devant ceux qui tirent la gueule ou qui sont pleins de frustration, qui sont pleins aussi de... Voilà, c'est notre histoire. Et nous avons vraiment à nous encourager à retrouver notre pétillance, à oser cette joie de vivre. Parce qu'il n'y a que ça que les enfants attendent. Nous sommes pour eux des références. Ils n'écoutent pas ce qu'on leur dit. Par contre, ils écoutent ce que nous sommes. Et si nous incarnons la joie, c'est la meilleure manière d'être des vrais pédagogues avec le cœur. Donc voilà, cette éducation biocentrique, c'est oser manifester la joie. Même en faisant des programmes classiques, etc. Mais laisser davantage cette pétillance en nous. Même si on doit défaire tout un tas de principes, de comportements, et on va à l'encontre de certaines attitudes de notre collège, de notre famille, etc. Donc voilà, je suis vraiment heureux que cette envie de vivre, de l'exprimer pleinement, de la faire rayonner, soit vraiment inaugurée ce soir par Antonella, par le printemps, parce que c'est ce que notre éducation, notre culture a plus que jamais besoin. Voilà, retrouver cette pétillance, cette joie. Donc merci Antonella de nous apporter le réconfort, les encouragements, parce que c'est vraiment ceci qui aide le monde à devenir plus vivant. Mais vivant, pas dans le concept, mais vivant dans chaque être humain, dans chaque être vivant. Donc c'est ce que je me souhaite, je nous souhaite, et surtout ce que je veux pour mes enfants, mes petits-enfants, et aussi les vôtres, parce qu'ils vont avoir besoin de beaucoup de courage et de joie de vivre pour faire face aux défis que l'humanité leur propose. Donc merci à vous d'être là, merci à Antonella de nous faire fleurir encore plus de sourire. Merci beaucoup. Alors, il y avait une petite présentation. Moi, je n'aime pas beaucoup les PowerPoint, mais de temps en temps, ils sont utiles. Les diapositives, elles sont utiles. Voilà, je cherche le signal. Aucun signal, c'est super. Donc, d'abord, je voulais vous demander de m'interrompre avec vos questions. Au lieu que je parle, d'abord, moi j'aime bien que ce soit un cercle, ce soir c'était pas possible. On va pas faire le contraire de ce qu'on prône pour nos écoles différentes, avec quelqu'un qui parle et les autres qui écoutent. Non. C'est donc, si vous êtes là, c'est parce que vous avez des questions. Et alors, au fur et à mesure que je parle, posez-moi les questions.
Je ne pense pas qu'il y ait un micro-baladeur, mais il y a peut-être la possibilité que vous parliez fort pour que je vous réponde. Voilà, donc cette soirée, on va la co-créer. Hein. Alors, ça, c'est une présentation que j'avais faite récemment. Et j'ai trouvé cette photo qui est super. Je ne sais pas si c'est un photomontage, mais elle est vraiment super. Je crois que vous ne voyez pas très bien parce qu'il y a trop de lumière ici. Hein. On ne pourrait pas la baisser un tout petit peu. Mais alors là, tu ne vas plus voir pour le... Non, c'est pas possible. C'est un peu mieux. Bon. Donc... C'est pas mal. Ah. Alors, donc je suis partie c'est plutôt le contraire qu'il fallait faire. Merci. Ça va? Ok. Ça va aller pour vos notes Non, c'est pas, non, il n'y a pas beaucoup de notes à prendre. Et après, on va le réviser et faire un contrôle. Donc, je tiens beaucoup à l'étymologie des mots. Ça me plaît beaucoup. D'abord parce que j'ai fait des études classiques et j'ai fait beaucoup de latin et de grec. Et puis, je trouve qu'aller chercher l'étymologie des mots, c'est aller chercher le sens et la sagesse qu'on a souvent perdu. Et lorsque j'ai commencé à travailler sur... d'abord, je faisais une thèse de doctorat, donc je suis allée d'abord chercher à l'université avec mon directeur de travail une thématique qui soit acceptable pour l'université. Donc j'avais trouvé la formation des formateurs à l'éducation intégrale. L'éducation intégrale, je vais vous expliquer tout à l'heure qu'est-ce que c'est, mais de toute façon, les écoles d'éducation intégrale, il n'y en a pas beaucoup. Je suis allée les chercher en Inde. Je suis allée en Inde dans un endroit qui s'appelle Auroville, que plusieurs d'entre vous peut-être connaissent, qui commence à être connu, parce que c'est un laboratoire, un véritable laboratoire d'expérience, de renouveau, d'unité humaine. Les gens se disputent, c'est pas du tout un endroit, un havre de paix, c'est un endroit où on se dispute beaucoup, on est beaucoup en conflit, mais on progresse, on met en place des expériences, y compris dans les domaines de l'éducation. Donc je suis allée là-bas, je suis allée observer ce qui se fait dans les écoles de l'éducation intégrale, du libre progrès surtout. Ce sont des écoles où les élèves choisissent leur programme, où il n'y a pas d'examen, etc., etc. Et voilà. Et donc j'ai découvert que la formation de formateur n'était pas du tout le thème de mon travail, mais que c'était le bonheur d'aller à l'école, le plaisir qui sautait aux yeux de voir les enfants qui allaient à l'école, et ils étaient contents d'aller à l'école. Ils étaient contents au point de dire que quand il y avait le début des vacances, ils disaient « Oh non, il y a les vacances ». Est-ce que ça vous arrive souvent, vous? Ça vous est arrivé souvent dans votre vie d'élève d'avoir ce type de réflexion? Eh bien là, c'est le cas. Ah non, il y a les vacances. Oh, je ne vais plus aller à l'école pendant 2 mois, c'est pas possible. Les enseignants, disons, c'est un peu moins. Ce sont des enseignants qui s'investissent beaucoup, qui ont des problématiques à résoudre, qui sont des problématiques propres à l'endroit. C'est un endroit multiculturel. Il y a des enfants qui parlent en moyenne 4 langues. Il y a beaucoup de disparités sociales des enfants indiens, des écoles du village et les internationaux. Enfin, mais il y a aussi un réel plaisir, un investissement, un engagement du cœur de la part des enseignants, ce qui fait qu'il y a effectivement beaucoup de bonheur et beaucoup de joie. Et le moment où j'ai fait cette réflexion, j'ai dit mais moi je ne peux pas du tout travailler sur la formation de formateurs, je vais travailler sur ce qui est évident, c'est cette question du plaisir et du bonheur d'être dans un environnement éducatif qui s'appelle l'école. Et donc, j'ai trouvé le mot bonheur, et puisque j'étais dans un endroit anglophone, c'était happiness. Happiness, ça va, plus ou moins. Mais bonheur, moi, ça me faisait... Happiness et bonheur, finalement, ça me faisait
beaucoup pensé à Coca-Cola, je ne sais pas où, où il y a un observatoire du bonheur qui est financé par Coca-Cola. Il y a beaucoup de publicitaires qui se sont appropriés de ce terme parce que c'est vendeur. Hier, c'était la journée internationale du bonheur, déclarée par les Nations Unies. C'est très 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 bien, on avance beaucoup. Mais ce qui m'a beaucoup, moi, fait réfléchir après, c'est, avant de décider le titre de ma thèse, c'est le mot joie. Et j'ai découvert, pour revenir à l'étymologie, que l'étymologie vient du latin gaudium, qui vient du sanskrit yug ou yuj, je ne sais pas comment ça se prononce, qui veut dire le lien. Et quand on est en joie, quand nous sommes en joie, nous sommes en lien. Et c'est pour moi la description, vraiment la signification de la résilience, d'un terme qui est très, très utilisé aujourd'hui. La résilience qui est très utilisée en sociologie, c'est-à-dire la résilience est l'effet du lien, ce qui se produit, les résultats du lien entre moi et les autres, entre les autres et puis toutes les instances de la société. Mais ça peut être aussi une résilience verticale, hein, ce qui arrive quand je suis en joie. Quand je suis en joie, et souvent une joie sans objet, c'est-à-dire quelque chose qui m'arrive. Moi, j'ai l'expérience d'une joie sans objet, c'est-à-dire quand je n'ai aucune raison d'être en joie. Ça vous est arrivé à vous, il n'y a pas besoin d'être des maîtres éveillés pour ça. C'est quelque chose qui arrive au quotidien, parfois, ou dans notre vie courante. Ça nous est arrivé d'être des moments sans aucune raison, on est en joie, on se retrouve joyeux. Parce que le reste du monde va dans le sens contraire, mais nous sommes en joie. Eh bien, il y a une résilience verticale qui s'opère. Et si je dois imaginer un symbole, pour moi, c'est vraiment le symbole de la croix que je dégage de tout symbolisme religieux catholique. Et pour moi, c'est vraiment ce qui illustre le mieux cet état qui n'est plus seulement une émotion, mais qui sort de l'émotion. L'émotion, elle est définie comme un état très passager, ça ne dure pas plus qu'une minute, une émotion. Alors que quand je suis en joie, je peux aussi être dans un état de joie permanent. Qu'est-ce que ça a à voir avec l'éducation, je me dirais? Eh bien, dans certaines écoles, par exemple dans les écoles que j'ai visitées en Inde, il y a cette idée que l'éducation peut être un chemin d'éveil à cette forme d'état. C'est-à-dire, on peut retrouver notre propre nature, et les enfants ont une nature joyeuse, les enfants sont joyeux. Ils peuvent la retrouver, nous pouvons aussi retrouver notre propre nature, et l'éducation doit être au service de cette nature, c'est-à-dire elle doit valoriser et faire un acte maïotique finalement, de naissance. Alors que ce n'est pas exactement le cas aujourd'hui. Je me suis amusée à aller voir, finalement j'ai proposé ça, mon directeur de thèse était d'accord, j'ai choisi un monsieur qui maintenant a été un professeur émérite, qui s'appelle René Barbier, qui a beaucoup écrit sur Krishnamurti, sur Jiddu Krishnamurti. Donc j'ai eu la chance d'être dirigée par une personne qui est assez ouverte à ce genre d'acception de l'éducation, c'est-à-dire l'éducation comme chemin d'évolution personnelle aussi, existentielle, voilà, terme qu'il utilise. Alors j'ai proposé le terme de joie, ça a été accepté, et je me suis après amusée d'aller voir qu'est-ce que par exemple pour les neurosciences, qu'est-ce que est la joie? Donc j'ai dialogué avec un neuroscientifique qui s'appelle Mario Beauregard. Je ne sais pas si vous le connaissez. Il a travaillé ici en France avec un institut qui s'appelle l'INRES. Mario Beauregard et puis d'autres ont fait des expériences sur des moines tibétains. Et là, il y a une petite image, je ne sais pas si vous la voyez, d'un moine avec des électrodes sur la tête. Mario Beauregard a travaillé avec des sœurs carmélites en ayant travaillé aussi avec un autre grand neuroscientifique qui s'appelle Antonio Damasio.
qui a fait un livre qui s'appelle Spinoza avait raison. Et Spinoza, c'est le philosophe du bonheur et de la joie. Il avait raison, pourquoi? Parce que, là aussi, toute la réflexion, c'est cette joie, elle existe en nous. Non seulement pour Spinoza, elle existe, mais elle est aussi la force d'action, le moteur d'action. C'est quelque chose qui nous relie à l'amour, à cette autre composante à nous de l'humain. Et c'est ce qu'ils ont aussi expérimenté les moines et les sœurs carmélites, les moines dans des états de méditation profonde, et les sœurs carmélites dans des états de prière qu'elles définissent de contemplation. Lorsqu'elles arrivent à un état, on va dire, modifié de conscience, on pourrait dire aujourd'hui, il y a la joie qui s'installe, mais c'est une joie qui est durable, une joie qui continue, et c'est un état de béatitude. Elle parle de béatitude. C'est dont Sri Aurobindo parlait, c'était le Satchitananda, c'est-à-dire cet état de joie continue. Ananda, en sanskrit c'est Ananda. Et Sri Aurobindo, donc le fondateur de cette approche intégrale, des écoles que je suis allée voir en Inde, il prônait la création d'écoles comme espace où cet état est favorisé dès la plus petite enfance, parce que c'est les véritables tâches de l'être humain. Alors, ça ne marche plus. Oui, voilà, donc là c'est génial de dire. Je suis allée aussi voir s'il n'y avait pas, quand vous faites une thèse, si vous faites des études, vous pouvez aussi aller voir s'il y en a eu d'autres qui ont eu la même idée que vous. Et donc, il y avait quelqu'un, ici en France, qui avait fait tout un travail sur la joie à l'école. Mais c'était plutôt du point de vue marxiste. Il s'appelait Georges Snyder, et c'était un professeur, d'abord un professeur des écoles, et après un professeur en sciences d'éducation à l'université, qui avait remarqué que finalement ces élèves pouvaient être joyeux, pouvaient être heureux d'apprendre, mais seulement après un effort considérable. C'est-à-dire là, il n'y avait pas du tout une vision d'éducation en termes d'évolution d'éveil dans le sens aussi spirituel, y compris spirituel, mais c'était plutôt l'éducation en termes d'émancipation sociale. Et lorsque ces élèves, même surtout les élèves provenant de milieux sociaux défavorisés, étaient dans cette capacité de l'effort, d'être au même niveau que les meilleurs, ils trouvaient qu'ils étaient en joie. Donc la joie, pour lui, elle était définie comme la joie qui arrive après l'effort. Lorsque vous apprenez par cœur, en Italie c'est la Divine Comédie, je ne sais pas qu'est-ce que ça peut être en France comme parallèle, en tout cas un gros pavé. Mais la joie, elle est aussi très très souvent nommée, mentionnée dans les travaux des prédécesseurs, dans les mouvements éducatifs alternatifs, on va dire, et surtout lorsqu'on a la liberté d'apprendre, lorsqu'on est dans cet état de liberté totale et d'être proche aussi à ce qu'on aime faire depuis qu'on est tout petit. Et là, vous les avez aussi dans tous les mouvements des pédagogies nouvelles, Roger Coussinet, des Crowley, sans parler de Montessori, etc. Quelque chose que je dois faire là? Non, là, voilà. Donc, pour revenir à Auroville. Auroville, c'est un endroit assez spécial où je suis allée très souvent. Là, si vous avez des questions, posez-les-moi. Je suis allée très souvent, j'y vais aussi maintenant régulièrement parce que j'aide une petite école des Montessori qui travaille avec les enfants de rue, mais dans un village à côté qui n'est pas dans Auroville. Donc ce sont les enfants de rue qui ont la chance d'aller dans cette école merveilleuse-là, qui est mise à disposition par Auroville, et ce sont des enfants de rue qui suivent une pédagogie Montessori. Donc j'ai observé de près qu'est-ce que ça donne cette pédagogie du libre progrès
dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est-à-dire, lorsque les enfants, depuis tout petits, ils sont habitués à décider de leur temps passé à l'école, qu'est-ce qu'ils veulent faire. Ils sont suivis, bien évidemment, il y a un cadre qui est posé par les éducateurs qui sont là, mais ils sont eux-mêmes en mesure de dire tout de suite où se diriger, qu'est-ce qu'ils veulent faire. Il n'y a pas d'examen dans ces écoles. Moi, j'ai aussi suivi de près, plus particulièrement, une école au niveau lycée, avec des étudiants de 14 à 17, 18, qui, s'ils décident après d'aller dans une université, n'ont aucun problème pour préparer le bac, ou l'équivalent du bac, parce que c'est un système à l'anglaise. Donc ça veut dire que là, il y en a qui sont allés à Cambridge, à Harvard, il y en a qui sont allés dans des postes dans des organisations internationales sans aucun problème. C'est le même cas, par exemple, dans des enfants qui ont fait l'école à la maison, ou des enfants déscolarisés, qui à un moment donné, ici en France, moi j'ai suivi aussi ça, décident de faire un cursus universitaire. Et moi j'ai connu une jeune fille qui a préparé le bac à 5 mois, sans aucun problème. Elle est rentrée à l'université, et puis à l'université elle s'ennuie à mort, parce qu'elle répète tout le temps les mêmes choses. Mais moi je comprends à la première, il n'y a pas besoin. Si vous voulez, ça donne des enfants libres, ça donne des enfants curieux, qui n'ont pas peur. Et toute la question elle est là. Ils n'ont pas peur. Voilà, donc... ça existe, ce sont des écoles qui existent où les seules notes sont les notes de musique. Ça, c'est un copain qui a fait ça pour moi. Je suis allée aussi voir d'autres écoles qui éduquent à la joie et au plaisir d'apprendre. Je suis allée en Angleterre, à Brockton School, qui est une école Krishnamurti. Jiddu Krishnamurti était un être éveillé, un philosophe, qui est décédé dans les années 80, et qui a eu la bonne idée de ne pas fonder des ashrams, mais de fonder des écoles. Des écoles dont une est en Angleterre. À son époque, il y en avait une en Angleterre, une aux États-Unis et 2 en Inde. Aujourd'hui, il y en a beaucoup plus. Et dans ces écoles, moi j'ai visité Brockwood, mais disons que le principe est le même pour toutes les écoles Krishnamurti. Là aussi, il y a un libre progrès qui est en cours, c'est-à-dire il n'y a pas d'examen. Les élèves qui veulent préparer les examens le décident et sont éventuellement accompagnés. Mais il n'y a pas, par exemple, de division entre matière principale et matière secondaire. Ça veut dire que si un élève décide de faire de la gymnastique, de l'art, parce qu'il y a beaucoup d'activités artistiques, de passer son temps à l'extérieur et avec des activités en pleine nature. Il y a une activité qui s'appelle Care for the Earth, ça veut dire soin de la terre, qui décide de faire que ça. Il n'y a personne qui lui dit, mais écoute, il faut que tu fasses les mathématiques, il faut que tu fasses la géographie, etc. etc. Le principe, c'est un peu le principe que moi j'ai pris de la permaculture. Vous connaissez la permaculture? La permaculture, c'est cette science écologique qui est dans le total respect du vivant et qui part du principe qu'on peut cultiver à partir de là où c'est déjà fertile. Même un brin d'herbe, ça suffit à qu'il y ait de la vie. Donc la même chose pour les enfants. C'est possible de cultiver, de d'éduquer là où c'est déjà fertile, d'aller chercher dans chaque enfant un brin d'intérêt, même les enfants qui sont désintéressés, qui n'ont pas de motivation, ils ont quelque chose. Souvent, ils sont désintéressés parce que l'école les a déjà cassés, parce que la société ou la famille les a déjà mis dans les rangs. Ils ont été déjà pas mal formatés. J'ai parlé très récemment avec une personne qui travaille avec les petits, à l'école maternelle. Elle disait que déjà à 5 ans, elle reçoit des enfants qui ont perdu cet élan joyeux, mais qui ont déjà très peur. Ça, c'est très préoccupant. Voilà, donc il y a un système dans ces écoles, il y a un système de tutorat.
avec l'enseignant qui est considéré avec, ça je l'ai pris de mon professeur qui disait maître d'éveillance, c'est lui qui sait qui ne sait pas, c'est lui qui accompagne, c'est un prof, c'est un adulte, mais qui à chaque fois fait un parcours éducatif avec l'élève. C'est un parcours, c'est fait de façon paritaire, il va avec, et c'est un parcours initiatique, existentiel, parce qu'à chaque fois il apprend. Voilà, donc tout le monde n'est pas parfait là-dedans, hein. Il y a des conflits là aussi, c'est surtout parce que c'est une vie en communauté, c'est très intéressant. Les élèves mangent ce qu'ils plantent. Là, vous voyez, là, c'est un jardin potager. Il y a beaucoup d'activités qui sont la main dans la terre, comme lui, on fait des choses, on touche, on n'est pas uniquement la tête dans les étoiles et à faire de la méditation. Il n'y a rien qu'à imposer du point de vue des pratiques et des disciplines, on va dire, spirituelles. Il y a seulement, à chaque début de journée scolaire, il y a 10 minutes de silence qui ne sont pas imposées non plus. Les élèves peuvent ne pas y aller, mais lorsqu'ils y vont, ils voient la différence. Commencer une journée par 10 minutes de silence, ils n'appellent même pas ça méditation, c'est juste silence et présence. Présence. Ça fait une grande différence. Alors la question c'est qu'est-ce qu'ils vont faire après quand ils sortent de là? C'est tous des hippies, c'est tous des babacools? Ben non. Moi j'ai vu, j'en ai vu aussi qui veulent rester aux marges de la société parce qu'ils n'arrivent pas à s'intégrer, mais ce n'est pas la majorité. La majorité décide d'abord, l'école fait tout pour qu'il n'y ait pas de lien coupé, ni avec les familles, ni avec la vraie vie, entre guillemets. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des longues périodes où les élèves sont pas à l'école, c'est-à-dire ils font des grandes vacances. 3 semaines par exemple, ou 1 mois et demi pour Noël, et les élèves doivent revenir pour être en contact avec leurs liens ici ou ailleurs dans leur famille. C'est pas seulement une question de lien familial, c'est de ne pas perdre le contact avec la société, parce que là c'est un cours de développement permanent, c'est un stage. Et le danger, c'est que ça reste un îlot de bonheur et qu'on voit le monde comme, c'est protégé et d'ailleurs c'est le danger. Non. Il y a beaucoup aussi d'échanges qui se font avec d'autres pays et voilà, c'est encouragé ça. Voilà. Voilà, donc j'ai voulu aussi aller voir aussi du côté public, parce que tout ça c'est très beau. Auroville, c'est une expérience, on va dire, unique au monde. L'école que j'ai amortie, c'est très privilégié, et ça coûte très cher aussi. Mais qu'est-ce qui se passe dans le système public? Oui. Une précision sur l'école. Oui. Ça s'adresse à Pardon? quel âge ont les élèves? C'est au niveau lycée. 14, 18, c'est au niveau du lycée. Et les enfants avant sont issus de n'importe quel niveau, quel niveau social aussi, parce que l'école a tout un système de bourse très intéressant. Il y a souvent des élèves qui viennent des pays qui étaient défavorisés avant, qui ne sont plus comme l'Inde. Et là, ils ont mis en place une école aussi primaire, maternelle et primaire, qui s'appelle Inwood. Si vous allez sur le site, vous allez trouver aussi cette expérience de description de Inwood. Qui n'est plus un internat? Non, qui n'est plus un internat. Non. Alors, pour la question école publique. Alors, est-ce que c'est possible d'appliquer tous ces beaux principes à l'école publique? Alors, j'ai voulu aller voir qu'est-ce qui se passe dans notre pays, parce qu'ici en France, je n'ai pas trouvé beaucoup d'écoles publiques. Il y en a, hein? Il y en a. Mais ça se compte sur les doigts d'une main. C'est le lycée Saint-Nazaire, c'est le lycée autogéré, c'est des écoles Montessori qui commencent à s'ouvrir dans les quartiers défavorisés, par exemple à Paris, à Gennevilliers. C'est beaucoup d'écoles freinées aussi en France. C'est des écoles freinées qui sont publiques, heureusement. Mais disons que tout ça, ce n'est pas encore constitué comme un réseau. Ça reste encore exceptionnel dans le système. Alors que dans d'autres pays comme le Canada, le Québec, là, il y a un réseau d'écoles publiques alternatives. Ça s'appelle le REPAC, Réseau d'écoles publiques alternatives québécoises. J'ai la chance de connaître le fondateur, qui s'appelle Charles Cahouette,
qui est un monsieur qui a aujourd'hui 82 ans, très actif toujours, qui s'est battu pour que ces écoles soient acceptées à l'intérieur du système et qui, il y a 40 ans, a créé le réseau avec une poignée d'éducateurs, d'enseignants qui, comme lui, pensaient que c'était possible à l'intérieur du système de créer ça. Et il a fait en sorte que surtout que ce réseau existe toujours, même s'il y a des attaques de la part du gouvernement, on va dire chaque année scolaire, quand ça commence, parce que c'est, voilà, ils ont de moins en moins de fonds, mais voilà, disons qu'ils résistent. Et ils résistent, et c'est très intéressant les expériences, parce qu'ils travaillent surtout dans les quartiers populaires. Là, je suis allée voir une école qui s'appelle Jonathan, qui travaille dans un quartier populaire de Montréal, avec des familles qui arrivent aussi, parfois ce sont des familles qui arrivent d'Afrique ou de Chine, qui ne parlent pas le français québécois, mais c'est quand même du français. Et elles n'ont pas cette connaissance aussi de la culture, de la société occidentale. Et les enfants, bien sûr, doivent s'insérer, s'intégrer. Les familles sont souvent surprises d'avoir une école de ce type-là, parce qu'ils s'attendent à une école avec, bien sûr, le prof, son bureau, les bancs et tout ça. Même si c'est une école primaire, ils s'attendent à quelque chose de beaucoup plus traditionnel. Alors que cette école fonctionne un peu comme les écoles que je vous ai illustrées tout à l'heure. Libre progrès là aussi, c'est-à-dire les élèves choisissent leur plan de travail au début de l'année. Il y a tout un système d'apprentissage aussi par les pairs, ça se fait de façon horizontale. Il n'y a pas de classe, c'est totalement décloisonné. Il y a des élèves plus âgés qui enseignent aux plus petits. Et ça résout pas mal de problèmes aussi de surpopulation. Donc, quand vous avez des classes qui sont très importantes en nombre, là vous avez des élèves qui peuvent aussi devenir enseignants. Alors que lorsque vous donnez cette tâche à un élève d'apprendre à un autre des notions qu'il vient lui-même d'intégrer, du coup il se sent responsabilisé et il apprend beaucoup plus vite et il est aussi dans ce plaisir de la transmission. Il y a ça. Donc ce qu'on appelle ça le choix de l'enfant comme guide pédagogique. Voilà, ça c'est le principe de cette école, développer l'enfant plutôt que le préparer. Là aussi, ils ne sont pas dans le système de notes de contrôle, tout est centré sur le savoir-être. Et ça m'amène à la diapositive la prochaine. Qu'est-ce qui se passe en France ? Je suis allée voir une école qui est une école privée, celle-ci qui s'appelle l'école Living School. Ça c'est une photo de l'école avec des Indiens. Ils ont accueilli le chef Raoni dans cette école Living School. La fondatrice, c'est une femme exceptionnelle, elle s'appelle Caroline Sost. J'en parle dans mon livre. Elle a comme objectif de créer dans 20 ans 150 écoles et de faire devenir son école une école publique. Et se bat pour qu'elle soit reconnue par l'État, de devenir une école sous contrat. C'est pas facile. Elle travaille dans le 19e, elle a des contraintes aussi voilà, elle doit payer des salaires, l'école elle n'est pas gratuite. Elle a exactement les mêmes préoccupations que toutes les écoles privées et en plus elle décloisonne. Elle travaille beaucoup avec, par exemple, des personnes âgées. Tous les ans, elle organise ce qu'elle appelle le marché des connaissances. Les enfants enseignent aux autres. Les enfants ont des savoir-faire. Là aussi, je voulais vous dire, à l'école Jonathan, comment la communauté éducative elle est constituée. Parce qu'il s'agit aujourd'hui de créer une communauté éducative avec les parents, les enseignants et les élèves. Et il faut que tout ce beau monde se rencontre, que se parle. Et comment on l'a créé? Comment créer cette communauté quand on a par exemple dans des écoles, dans des milieux défavorisés, dans des quartiers difficiles, comme celui de Montréal que j'ai visité, des élèves, des parents qui savent à peine parler.
qui n'ont aucune connaissance aussi voilà, qui n'ont aucune connaissance avec un C majuscule. Ils n'accèdent pas à ce système de connaissances qu'on a ici. Mais ils ont leur savoir-faire et leur connaissance. Et par exemple, dans cette école, ils ont décidé d'organiser des ateliers organisés par les parents. C'est-à-dire, pendant les temps scolaires, il y a les parents qui passent avec un carnet, une fois par semaine, et qui prennent des inscriptions pour chercher voilà, des participants à leurs ateliers. Et ils sont obligés de donner un quota de leur temps pendant l'année parce qu'ils sont partie prenante de l'école, ils font partie de l'école. Et là, les mamans, par exemple, qui viennent d'arriver et qui ne parlent pas un mot de français, mais qui, par exemple, savent faire la cuisine, ou bien les papas qui savent jouer du djembé, font des ateliers ou de cuisine africaine ou du djembé. Vous comprenez que pour un enfant se retrouver après dans un milieu où c'est leur père, son père ou sa mère qui enseigne aux autres, qui partage, ça le met en valeur. Ça l'enlève de ce déséquilibre social aussi qui se crée et de cette discrimination. Voilà, donc ça c'est pour revenir à ce qu'on peut faire quand on veut vraiment créer une communauté éducative avec les parents. Là, j'ai commencé à lister des écoles un peu différentes. Il y en a plein dans l'annuaire du printemps d'éducation. Je vais revenir à cette question. Combien de temps on a encore? Il est 9h10. Encore 10 minutes? 20 minutes? D'accord. Mais là, je ne vois pas beaucoup de questions. Hein? C'est limpide, merci. Qu'est-ce qui se passe en France? Au-delà des exemples que je suis allée chercher, mais il y en a pas beaucoup pour le moment, mais je vous assure que ça commence à croître, ça commence à s'agrandir. C'est un mouvement de renouveau qui concerne aussi le système public. Les enseignants à l'intérieur du système public changent. Qu'est-ce qui se passe? Alors, quand j'ai fait cette diapositive, il y a le rapport PISA qui venait de sortir. Et tous les médias nous ont tabassés avec les résultats, les mauvais résultats de la France dans le rapport PISA. Vous savez que c'est PISA, hein? C'est l'OCDE. L'OCDE l'économie, les développements de l'économie dans les pays occidentaux, qui avait été créé tout de suite après la guerre, au même moment de la création des Nations Unies. Il y a eu l'OCDE un peu plus tard. L'OCDE a créé un observatoire des écoles des pays de l'OCDE et avec un programme qui s'appelle PISA, c'est Program for International Student Assessment. C'est le programme pour assessment, comment on peut dire, pour les résultats internationaux, un programme international pour les résultats des étudiants. Et ça va mesurer leurs compétences en termes de mathématiques, en termes de langue maternelle et des sciences. Et ce programme, il est évalué tous les 3 ans. Alors, la France, ça a été un scandale à un moment donné en 2013 parce qu'elle n'était pas bien classée dans PISA. Ce qui est absolument absurde pour moi parce que d'abord, on va voir les indicateurs de PISA. Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'être performant en mathématiques, langue maternelle et sciences selon des indicateurs économiques ou selon des indicateurs qui sont formulés par une organisation qui part, disons, d'une vision plutôt économique en termes de progrès économiques, bien sûr fondé sur le libre marché, qui n'est pas exactement fondé sur la même valeur qu'on a pu voir jusqu'à maintenant. La France, elle était au 25e rang sur les 65 pays mesurés. Et la Corée du Sud était au 1er rang. Et alors moi, à chaque fois, je vais voir, et les questions, et comment ils sont? Est-ce qu'ils vont bien, les enfants en Corée du Sud? Ils sont peut-être performants et brillantissimes en mathématiques, en langue maternelle et en sciences, mais qu'est-ce qu'il en est de leur bonheur, de leur joie d'apprendre, de leur plaisir?
Et vous allez découvrir que la Corée du Sud, en 2012, en Corée du Sud, moins de 60% de jeunes se disaient être heureux à l'école. Son système éducatif est l'un des plus concurrentiels et éprouvants du monde. Et le taux de suicide dans ce pays est le plus élevé des pays développés. Ça veut dire que c'est la première cause de mortalité pour le Sud-Coréen de moins de 40 ans. Mais ils sont très forts en mathématiques. Donc, alors là, je ne dis pas qu'il faut d'un côté ou apprendre et développer le cerveau et les connaissances, ou bien être heureux, être dans la méditation. Voilà. Non, je pense qu'on peut concilier. On peut être attentif aussi à cette partie qu'on va stimuler avec la biodanse, cette dimension émotionnelle. Le cœur à l'école, il n'existe pas. Le corps à l'école n'existe pas. Plus on augmente dans le niveau scolaire, moins on a un corps. On est juste une tête sur des jambes. Et là, ça donne des résultats. La Corée du Sud, dès que les élèves, ils sortent du lycée et ils sont en mesure de sortir de leur pays, ils peuvent faire des études universitaires à l'étranger, ils le font, ce qu'ils peuvent se le permettre. Ils expatrient. Parce que ça, c'est absolument terrible. Voilà. Donc je caricature, mais pas tant que ça. Là, je suis allée regarder un autre organisme international qui est l'UNICEF, par contre, qui a fait un commentaire intéressant et qui dit oui, l'enfant doit être davantage associé à ses apprentissages, comme à la vie scolaire. Et c'est par cette approche globale de l'enfant, l'approche intégrale, qui considère que l'enfant, que l'individu est fait de cœur, d'émotions, mais c'est aussi fait bien sûr de son cerveau, d'un corps, et aussi de toute une dimension plus spirituelle. Si on ne veut pas dire le mot spirituel parce que ça fait peur, disons cette ouverture au questionnement existentiel, ontologique, philosophique si vous voulez. Hein? Mais c'est ça, il s'agit de ça. Les plus petits se posent des questions. Mais qu'est-ce qu'il arrive à mon grand-père qui est décédé? Alors, il ne s'agit pas d'aller donner des réponses. On n'est pas là, on n'est pas dans une école qui est religieuse, qui dit voilà, le grand-père est monté au ciel, ou il est allé plutôt aux enfers. Non, c'est plutôt ça. C'est plutôt d'ouvrir au questionnement. C'est les enfants même qui doivent être à mesure de se sentir libres de poser des questions. Alors, c'est par cette approche globale de l'enfant et donc de l'école que le système éducatif pourra accompagner chaque élève dans le développement de son potentiel propre. Moi, ça me rassure. Ça me rassure. Je ne vais pas ajouter plus que ça. Voilà, donc, moi je pense, si on revient à ces symboles de la croix comme radiance. Mon action personnelle, aujourd'hui, moi je suis celle qui sait, qui ne sait pas. Je suis dans la transmission, quand je donne des stages qui s'appellent Éduquer à la joie, je suis dans cette posture d'accompagner avec beaucoup de bienveillance et beaucoup aussi à chaque fois c'est mon cœur qui s'ouvre. Et je me sens radiée, avec des moments de très très grande joie, parce que je rencontre l'autre au niveau individuel. Et qu'est-ce que je fais au niveau horizontal, plutôt c'est vraiment la résilience horizontale, c'est le printemps de l'éducation. Je reviens à ce que j'ai illustré tout à l'heure. Le printemps de l'éducation, il est nécessaire parce qu'il faut se relier. Tout ce que vous avez écouté jusqu'à maintenant, vous le saviez déjà. Ce sont des choses qu'on sait, vous n'avez rien découvert. C'est seulement le moment de se réveiller et de se relier entre nous. Pour faire en sorte qu'il n'y a plus quelqu'un qui décide pour nous, mais que ça vienne vraiment de la vie réelle, de l'attention que nous sommes capables de donner à nos enfants. Les enfants sont aussi capables, tout à l'heure on parlait du fait que c'est important de pouvoir recueillir la parole des enfants, les conseils des enfants, les parlements des enfants, où les enfants doivent apprendre à s'exprimer, mais à partir de leur propre ressenti, sans les adultes qui leur disent qu'est-ce qu'il faut dire ou pas dire. Hein. Parce que jusqu'à maintenant, c'était un peu ça. Hein.
On voit aussi ces belles images des enfants qui vont au Parlement, à l'Assemblée nationale, mais qui ont fait tout un travail aussi pour apprendre un langage d'adulte. Et ça ne change absolument rien. Les parlements d'enfants doivent utiliser le langage des enfants. Et c'est nous, les adultes, qui devons faire l'effort pour aller vers eux, et pas le contraire. Voilà, donc acquérir le questionnement philosophique. Qui suis-je à l'école? Qui suis-je? Qui suis-je d'abord d'être un enseignant, un éducateur? Qui suis-je lorsque je transmets? Toutes les projections que je peux faire sur l'enfant, si je ne connais pas mon histoire, comment je peux être libre dans cette liberté? D'où l'importance de ce que ces écoles qu'on a vues font, c'est-à-dire du développement personnel des enseignants. Ils obligent, par exemple, le Living School oblige ces enseignants à faire du développement personnel. C'est un parcours de développement pour se dégager aussi des problématiques que nous avons tous et que les enfants vous renvoient. Ils sont spécialistes pour vous renvoyer ça. Voilà. Alors, et introduire l'innovation, pour que aussi nos écoles rendent les enfants heureux, introduire aussi l'innovation pédagogique, ça peut se faire aussi par petites touches, quelque chose qui n'a pas besoin d'une révolution totale à l'intérieur de l'établissement. Si vous êtes enseignant, je crois que vous connaissez tous comment faire, même sans trop déranger. Moi, j'ai souvent eu des enseignants qui disent, vous savez, une fois que la porte de la classe elle est fermée, surtout au niveau primaire, moi j'ai fait un peu ce que j'ai envie de faire. Ça peut aussi aller dangereux pour aller dans le sens, mais quand on a envie d'innover, on peut aussi, par exemple, introduire le bâton de parole. Vous connaissez tous. Tout ce que la pédagogie institutionnelle et coopérative est freinée, ça avait déjà depuis aussi des années et des années, ça se fait, et ça se fait dans toutes les écoles. Apprendre aussi des choses qu'on apprend à la PNL, par exemple. Si on veut se former, aujourd'hui il y a des centaines d'outils qui sont à disposition. Ce serait le temps que l'Éducation nationale le met à disposition aussi de façon gratuite, y compris mes stages, pourquoi pas. Voilà, donc, et surtout valoriser les talents de chacun. Partir du fait que chacun de nous a un trésor, une particularité, quelque chose vraiment qui nous donne de la joie. Lorsqu'on est en contact avec ça, nous sommes des êtres de joie, nous-mêmes. Il suffit seulement d'aller la recontacter si on a perdu. Là, on n'a pas le temps ce soir, mais demain, les personnes qui vont venir à l'atelier, on va pouvoir faire des exercices pour aller contacter cette force qui est toujours à nous et que nous n'avons jamais perdue. Nos cellules ne l'ont pas perdue. Notre corps s'en souvient. Voilà. Est-ce que... Moi, je termine là. J'ai pas envie de continuer à vous déverser. J'espère que vous avez des questions. Oui. Moi, j'ai pas une question, j'ai un témoignage. Oui. Dans mon témoignage, C'est ça. Mon témoignage, c'est que j'ai vécu l'école Freinet une seule classe, le CM2, et ça a été ma meilleure classe. C'était extraordinaire puisque c'était la coopération et pour une fois, il n'y avait plus de notes individuelles. Donc tout ce que je savais, je pouvais partager aux autres et les autres me partageaient leurs notes. Et à ce moment-là, l'enthousiasme, la joie. Ce que je peux dire, c'est qu'en fait, j'ai pas eu mon bac parce que cette école a duré qu'une fois, CM2. Et je l'ai passée à 46 ans et j'ai eu vraiment beaucoup de joie. Et en fait, j'ai travaillé 7 ans dans les écoles Steiner, qui a fait qu'un jour, je me suis dit, ce que j'ai découvert avec les enfants, en tant qu'éducatrice, je vais pouvoir l'intégrer moi aussi. Et en un an, j'ai passé mon bac à 46 ans et je l'ai eu. Et là, j'ai dit chapeau, j'étais hyper fière. Bonsoir. Moi, je voulais juste faire une petite remarque et un témoignage. Je fais partie de l'Éducation nationale, donc je suis vraiment une enseignante de cet univers-là. Je voulais juste dire que je pense que même s'il y a beaucoup de choses à faire et que j'utilise d'autres choses, moi, que ce que j'ai appris
pour devenir enseignante. Je pense néanmoins qu'il y a énormément d'éléments et de situations dans les classes de l'éducation nationale qu'on ne connaît pas. Énormément d'expérimentations et de choses qui sont faites par les enseignants qui relèvent un peu de cela, mais qu'on ne connaît pas parce qu'on est des millions, des milliers et des millions, qu'on est effectivement, la porte est fermée, qu'on fait ça discrètement, mais même sans que ça soit discret, je pense que des chorales qui réunissent 70 ou 90 personnes, des œuvres d'art qui sont faites collectivement, des réflexions qui sont menées par les enseignants justement autour des comités d'enfants pour travailler sur l'aménagement de la cour de l'école et choses comme ça. Tout ça, ça fait partie de ce que vous racontez et ça n'existe pas, alors je défends dans l'univers, mais ça n'existe pas uniquement dans les écoles alternatives. La seule chose, et je le regrette, c'est que je pense qu'on ne le sait pas, qu'on ne le voit pas et qu'on a une vision finalement assez réduite de l'éducation nationale. Quoi qu'il en soit, moi actuellement j'essaye de mettre en place des ateliers Montessori dans ma classe, mais je pense qu'il n'y a pas que ça à faire, parce que dans le Montessori, il manque des choses aussi, et qui sont offertes par les programmes d'éducation nationale. J'ai fait du développement personnel, puisque j'ai suivi 2 ans de formation en sophrologie qui n'ont pas été offerts par l'éducation nationale. Et moi qui m'ont sauvée de l'école, c'est-à-dire que j'ai failli lâcher, et je pense que ça m'a permis de me relier justement à l'école et de redécouvrir mon métier. Effectivement, je l'ai fait toute seule. Effectivement, je pense qu'il y a beaucoup de choses à apporter en plus. Et je crois qu'il ne faut pas non plus oublier le fait qu'il y a énormément d'enseignants qui font des choses tout à fait exceptionnelles à l'éducation nationale. Voilà. Merci de préciser, je suis tout à fait d'accord avec vous. J'espère que mon intervention n'a pas été prise comme un plaidoyer pour le secteur privé, pas du tout. Pas du tout. Lorsque j'ai écrit le livre et que je me suis attaquée à la question de l'école publique, j'ai choisi un témoignage, pour tous les enseignants, d'un professeur des écoles de CM2 qui à l'époque était à Villeneuve-la-Garenne et qui a mené ses élèves dans des classes montagnes et faisait faire tout un travail magnifique sur les animaux totems, via l'art, c'était vraiment, et la construction d'une luge, et la construction aussi, ils ont travaillé sur les traîneaux avec les chiens de montagne. Alors, mais ce qui s'est passé, par exemple, pour cet enseignant, c'est que son directeur lui menait une guerre. Alors, parce que il y a des enseignants exceptionnels, mais il y a aussi beaucoup des pouvoirs, beaucoup l'institution. Si on veut profiter du pouvoir et qu'on est dans des postes de pouvoir, c'est le meilleur endroit, le meilleur milieu pour pouvoir l'exercer. Donc, je suis totalement avec vous, je suis d'accord. Et c'est pour ça que ces expériences-là méritent d'être connues. Il faut sortir de cette espèce d'idée qu'il y a un géant que l'éducation nationale a à combattre. Il faut se faire une bataille contre l'éducation nationale et puis que le reste, nous sommes tous bons et merveilleux. Pas du tout, pas du tout. Je suis d'accord avec vous. Merci de l'avoir précisé. On va faire un dernier témoignage et merci de voir. Dommage, ça commence. Bonsoir, je m'appelle Julien, je suis animateur et éducateur. Pour aller plus loin, en fait, moi ce que je vois des individus, des professeurs, des enseignants qui ont, dans quelques milieux qui interviennent, en fait, ils ont de l'amour, de la joie en eux, ils ont de la passion. Et ces professeurs qui ont cette passion la transmettent à leurs élèves. Parce que chacun d'entre nous, il suffit qu'on se souvienne d'un événement passé de notre enfance en relation avec l'école et on se dit la difficulté que je vois aujourd'hui, c'est que l'éducation nationale, en fait, elle ne bichonne pas ses enseignants. Et peut-être là c'est une clé, ce que j'appelle bichonner, c'est-à-dire leur faire confiance et ne pas les alourdir avec des programmes qu'ils ont des difficultés à transmettre. Quand j'interroge les enseignants, certains instituts, amis me disent on est alourdi par les programmes, on a l'impression de ne plus avoir d'espace-temps pour pouvoir nous faire plaisir et faire plaisir aux enfants.
Voilà ce que je voulais mettre en avant. Vraiment un dernier témoignage. Ici, je peux simplement confirmer maintenant que l'un des objectifs de l'éducation biocentrique, c'est prendre soin des enseignants. Et leur demander déjà de prendre du temps pour restaurer leur propre affectivité avant de l'inviter dans la relation. De vivre ce que c'est que la capacité de prendre soin. Oui, alors je voudrais rebondir sur ce qui vient d'être dit. Moi, je suis une enseignante toute fraîche sortie de l'IEFM depuis le mois de septembre. Donc voilà, et mon expérience vis-à-vis de ça que je voudrais partager ce soir, c'est le fait que j'ai un ressenti assez étrange de ce point de vue-là. Je viens juste de rentrer dans ce monde de l'éducation nationale et c'est vrai que j'ai pas l'impression d'être prise par tous les formateurs que j'ai autour de moi, par beaucoup de CPC, alors de conseillers pédagogiques, d'inspecteurs, etc. que je rencontre parce que je suis formée et donc on est surveillé toute l'année, je peux vous le dire, donc on nous demande beaucoup et souvent, pas toujours, j'ai le sentiment que d'être face à des gens qui ne considèrent pas mon esprit critique, c'est-à-dire que j'ai pas du tout le sentiment d'être considérée comme quelqu'un de capable de penser, qui est capable de réfléchir sur ce qu'il fait. Et ça, c'est assez difficile. Mais je voudrais aussi rebondir sur ce qui a été dit encore avant, que c'est vrai que je constate aussi par toutes les écoles que je vois en ce moment, dans les stages, etc., oui, les enseignants font énormément de choses et que tout ce qu'on voit dans les pédagogies alternatives, ça se voit aussi dans les écoles publiques de l'éducation nationale, c'est vrai. Donc voilà, c'est tout. Je voudrais juste rajouter quelque chose par rapport à ce que disait Anne. Ce n'est pas, alors ça m'appartient, mais j'envoie cette réflexion-là, pour moi, aucune pédagogie en soi est mieux qu'une autre. Je pense que la richesse de la pédagogie est liée à la richesse de l'individu. Sinon, la pédagogie ne reste qu'une technique. Alors nous avons, je dis nous parce que je suis de Nancy, nous avons à nous appeler à un travail d'épanouissement personnel pour pouvoir mettre, grâce à des instruments qu'est la pédagogie, de la joie au quotidien. Sinon, excusez-moi, pour moi, ça ne vaut rien. Pédagogie, un tel pédagogie du bon, non. Ce n'est qu'une technique. Ensuite, il y a tout le travail que nous avons à faire. Et c'est ce que propose entre autres l'éducation biocentrique, et que tous ceux qui y sont savent de quoi je parle, parce qu'ils s'attellent fort depuis 1 an, 2 ans ou plus. Je suis d'accord, sauf que dans certains milieux, on va dire alternatifs, on oblige à parti pris les enseignants à faire du travail sur soi pour faire cette distinction-là, c'est-à-dire que la pédagogie s'approprie de la pédagogie et la transforme à partir de leur vécu, mais de façon dans le respect, dans l'ouverture, etc. Et que dans d'autres milieux, s'il n'y a pas cette attention, on devient tout simplement des agents. Des techniciens. La dernière phrase que vous disiez tout à l'heure, c'était ça. Je ne l'ai pas trouvée. Oui, elle a disparu. Voilà, elle est zappée. Oui, c'était quoi la dernière phrase? L'éducation à la joie. L'éducation à la joie, et on a d'abord, nous, à nous appeler voilà. à être joyeux, oui. à changer notre regard sur les enfants, etc. C'est tout ce que je dis. Après, on y rajoute des techniques, Freinet, Steiner, des techniques au sein de l'éducation nationale, il y a des profs fabuleux qui ne sont pas ni Steiner, ni Freinet, etc. Mais qui sont des êtres curieux. Et en tout cas, merci à Antonella. Merci à l'équipe qui a organisé, mais surtout merci à vous tous, parce que vous êtes déjà convertis à la joie.
Donc nous souhaitons que là, demain ou lundi, vous ayez encore plus d'élan de joie, mais la joie c'est pas toujours quelque chose d'exubérant, c'est simplement reconnaître la présence de l'autre. Et comme le signifiait Soisy, nous ne sommes pas dans des techniques, dans des programmes, nous sommes dans la présence, dans un processus qui interroge tout le temps notre comportement sur comment je mets plus de vie dans ma vie, comment j'autorise plus de vie là dans ma responsabilité d'enseignant, de pédagogue. Donc voilà, je nous invite à être encore plus vivants, à le partager, parce que c'est vraiment ça le bonheur entre dans l'existence, c'est pas la joie simplement qu'avec soi, c'est la joie diffusée, partagée, mise en réseau comme l'initiative du printemps, où effectivement nous générons des synergies, nous générons les forces vives de ce nouveau paradigme émergent qui est vraiment un printemps aussi pour l'humanité, en tout cas, convaincu que nous portons tous dans notre cœur. Le 19 avril, il y aura une réunion d'information sur ces formations d'éducation biocentrique. Vous retrouverez ça dans les flyers, dans les tracts, sur le site internet. Il reste encore de la place pour ce samedi pour la proposition d'Antonella et dimanche aussi. Donc voilà, si vous souhaitez vous inscrire, il est possible de le faire en allant vers Liliane qui sera donc à l'extérieur de la salle. Et si une personne aussi veut faire la séance ou l'atelier qui suit, c'est encore possible, et je vous invite à aller voir Liliane. En tout cas, voilà, très heureux de vous avoir accueillis, très heureux de sentir que, effectivement, au-delà de nous être réconfortés, de nous être encouragés, nous avons envoyé aussi dans le quartier, dans l'espace, tous nos élans, toute notre lumière, et ça va retomber comme une pluie d'étoiles autour de nous. Donc nous pouvons aussi être très fiers de notre présence ici, parce que nous pouvons diffuser aussi des belles pensées dans l'air, comme le printemps qui souffle dans nos cheveux. Donc beau printemps dans vos vies, dans vos cœurs.